Le village de Tomignan, appelé le Boitou, fut créé vers 1560 par Assa Diassana, un chasseur somono originaire du village de Thion dans l'actuelle commune rurale de Markala, cercle de Ségou. Nous sommes venus de Dja, dans le cercle de Guinée. Nous sommes des Bozo. De Dja qu'on est venu à Markala. De Markala, on est venu à Tineni. De Tineni, on est arrivé à Tomignan ici. À ce moment, il y avait l'eau partout. Mais le premier fondateur, en tout cas, de ce village, c'était Hama Diassana. Le village naissant a tiré son nom de deux vocables. Ntomi, un grand tamarinier, et Nyan qui signifie sou, en bomo. Tout ce que ce chasseur gagnait comme gibier était mis sous ce grand tamarinier. Le nommé Hama avait pour frère qui était dans le groupe, dont je ne connais pas le nom, alors qui cherchait son grand frère qui avait l'air, il est perdu. Pour lui, il est perdu parce qu'avec la dispersion de la razzia et ainsi de suite, ils se sont dispersés dans la nature. Et c'est de là que Hama a passé par Tineni, à côté de San, pour venir à Thion, qui est dans la commune de Tomignan présentement, au carrefour. C'est à peu près à 10 km de Tomignan, à l'ouest de Tomignan. Ce Hama, tellement qu'ils avaient du poisson, le poisson, ils pêchaient là-bas. Donc très souvent, ils avaient besoin des gibiers. Donc c'est ainsi qu'ils venaient chercher des gibiers jusqu'à ce site-là. Alors, à force de mener sa chasse, il a vu deux puits traditionnels. Un chasseur qui avait besoin de l'eau, très sincèrement. Donc quand il a vu les puits, il a fait un site. Donc chaque les gibiers qu'il trouvait, il venait et faisait les atoma ou guenilles quoi. Donc le soir, il partait. Donc quand il était un peu fatigué, il a préféré faire une hutte. Cette hutte, qui est devenue aujourd'hui sous un tamarinier, il y avait les deux puits, il avait de l'eau, il a de l'ombrage, donc il a voulu se reposer là-bas. Chaque fois qu'il trouvait de la viande, il venait la faire sécher là-bas. Donc, et qu'est-ce qu'on a dit? Tomi. Ça c'est le nom du tamarinais en Bambara, non? Et Nya, ça veut dire sous le tamarinier, n'est-ce pas? Donc, il y a deux versions, mais la version réelle, c'est qu'il y a Tomi et il y a Nya. En ce moment, le Nya, c'est le nid. C'est le nid. Tomi, ça c'est l'arbre, mais le nid, il est dans le nid. Il est logé dans le nid. Voilà comment est venu le nom de Tomignan. Et c'est ce qui est en 1560. Ainsi, le lieu du regroupement de gibier fit par s'appeler Tomignan. Plus tard, il reviendra y installer sa famille. Les Kamaté arrivés en seconde position seraient venus de Kouahara. Les Monkoro sont venus en troisième position de Daga dans l'actuelle commune rurale de Tomignan. La seconde famille, Diassana, serait venue de Mampé dans l'actuelle commune rurale de Fangasso. C'est ainsi que s'est opéré le peuplement du cercle également appelé Boitou. C'est dire que est-ce que le site même du Boitou, c'est ce royaume Bambara de Ségou qui est venu ici par la transhumance, n'est-ce pas? Les Diassana sont venus de Ségou, de Markala. Ils sont venus d'où? Ils sont de Markala. Les Koné, ils sont venus de Bérédougou, n'est-ce pas? Bon, les Dakuo et les Kamaté sont venus du Burkina, n'est-ce pas? Donc, ce sont les mêmes de ces royaumes-là qui sont venus vers là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, ici, le Tchondougou, qui est venu de Markala, commence dans un petit village qui est là, Sadian. Sadian qui est à peu près à 9 km d'ici. Ce Tchondougou commence d'ici jusqu'à la grande mosquée de San.
jusqu'à la grande mosquée de ça, c'est le Tchondjougou. Et ça sont les habitants, ça c'est la zone de ceux qui ont quitté Marakala, le Tchon de Marakala, qui habitent ici. Donc ça veut dire que c'est un royaume en miniature, si on peut dire ainsi, du royaume Bambara de Ségou. Parce que c'est ceux qui travaillaient pour le royaume, ceux qui cherchaient le poisson pour le royaume, qui sont venus ici, dans cette zone-là. D'autres bobos sont venus de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, à partir des provinces de Dédougou et de Nouna. Les grandes familles bobos sont les Terra venus de Torola, appelés Sanoui, les Munkoro, les Kamaté et les Dakou. Mais d'autres ethnies s'y sont ajoutées, notamment les Dafi, les Milianka et les Bambara. Bon, quand tu entends beau, les bobos, ça veut dire c'est profond. Bon. Par exemple, si un Bambara ou bien un Peul, par exemple, tu nous vois comme ça, nous sommes des bobos. Mais il y a un pacte qui nous lie avec nos ancêtres. Et maintenant, pour être initié dans ça, c'est dans ce tout fond-là, dans ce buisson-là que tu es initié. Comment on appelle ça? On appelle ici dosa. C'est-à-dire dans le bobo, Do? On appelle ça le do. Ça veut dire c'est en fait c'est la tradition. Par exemple, chez les Bambara, on parle de Komo, n'est-ce pas? Chez les Mianga, on parle de Nya. Donc, ici, quand il naît tout petit, c'est ici que les bobos, nous, ici, c'est ici que nous sommes initiés. Et c'est ce qu'on appelle le do. Ah oui. Et moi, par exemple, je m'appelle Salomon. Mais mon nom Bobo, toi, tu ne peux pas le connaître. Oui, c'est secret. Chez les Bobos, par exemple, il y a de ces pratiques, quand on trouve ton nom, on peut te faire du mal. Mais si on ne te connaît pas, si on ne connaît pas ton nom, en fait, tu ne peux pas tout dire. Parce que moi-même, je suis initié, donc je ne peux pas tout dire. Parce que quand à l'initiation, on nous dit de ne pas tout dire. C'est-à-dire, entre nous, Bobo, on peut tout dire. Mais si c'est avec d'autres ethnies, on ne peut pas tout dire. Est-ce que tu vois? Sinon, moi, j'ai un nom. Et tant que tu veux me faire du maraboutage, ou bien tu veux me sacrifier, tu ne pourras pas. Parce que tu ne connais pas mon nom. La région n'avait connu ni royaume ni empire. Il n'y avait que des cantons. Le premier chef de canton de Teminian, installé par les colons français, fut Nyansan Diassana. Ce qui s'explique par le fait que les Diassana d'origine bozo étaient des plus fidèles aux Français colonisateurs. La révolte de 1917. Pour désenclaver le cercle, il a fallu faire une route de San à Nouna. Donc, aux travaux de cette route, il y avait des travaux, on appelle les travaux humains, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui venaient travailler par force. Ils venaient dans un village, en tout cas, ils avaient regroupé ça là, ils avaient fait ça en étapes, d'étape en étape. Quand ils arrivaient ici, tous les bras valides sortaient pour aller faire la route. Il y a certains qui coupaient, et il y a certains qui coupaient les buissons, les bûches. Il y a certains qui venaient avec les latérites, il y a certains qui venaient avec l'eau. Donc, avec ces travaux forcés, dans la zone où on appelle aujourd'hui Burkina Faso, il y a eu une femme bobo qui était en état de grossesse, mais qui était forcée à aller sur le chantier. Donc lors de ces travaux, la femme
Alors elle a eu des maux de ventre. Il y a l'enfant qui devait venir, le travail d'accouchement. Donc tout de suite, dans le village où la femme quittait, le responsable de ce village a demandé aux gardes qui les suivaient à fouiller. Il a dit, ah, garde que Moussoui, à Kono, à Bafeka Djiki. Wati de Dama pour qu'il y ait Djiki. Le garde, il n'a pas refusé. Et c'est en ce temps-ci que les femmes les plus âgées qui étaient dans ce lieu a amené la femme là sous un arbre. Et sur des feuilles, la femme a accouché. La femme a accouché. C'est juste après l'accouchement de cette femme que le même garde a demandé qu'elle reprenne directement les activités sur le chantier. C'est là où les hommes ont riposté. Que la femme vient d'accoucher. L'enfant est là, vivant. Donc comment on peut demander encore à cette femme de revenir immédiatement sur les travaux? Que c'est inhumain. Et tant qu'ils sont là, ils vont travailler. Mais la femme là, ils vont donner leur vie. En tout cas, elle ne travaillera pas. Voilà, d'après mes parents, comment la révolte des Bobos a déclenché. Elle marquait une opposition à la pénétration coloniale française dans le pays Bobo. Jaloux de leur indépendance et excédés par les attitudes dominatrices des colonisateurs français, les différents chefs des cantons décidèrent de s'opposer à la pénétration coloniale. La révolte de Bobo du 4 mars 1916 peut être considéré comme un événement historique important, non seulement pour notre cercle, notre pays, mais également la sous-région. Atteste du refus des populations d'un système qui leur était imposé et qui heurtait leur culture, leurs coutumes. Parce que le peuple bois, il faut le rappeler, est un peuple culturellement fier et qui a toujours manifesté son insoumission à des pratiques qu'elle considère comme humiliantes. Donc, c'est ce qui certainement a été la cause. Donc le choc entre un système qui imposait et la communauté Bobo qui, dans sa culture, ne se reconnaissait pas. Le choc a été évidemment très violent parce que il y avait une supériorité sur le plan, en tout cas militaire, de la puissance coloniale qui avait un armement plus sophistiqué, un armement moderne, face à une population locale qui ne disposait que de flashs et de coupe-coupe. Mais j'avoue que ça a été avec bravoure que ces populations ont défendu leur identité. Environ 4000 combattants furent rassemblés, armés de flèches, de couteaux et de quelques rares mousquetons pour faire face à la colonne française sous le commandement de Vernier venu de Dédougou. La révolte s'est étendue aux cantons de Koula, Benena, Tineni, Mandjakui et Tominia. Ils se sont organisés aussi en groupe de guerre pour les attendre. Voilà comment c'est venu. Et ça a commencé à l'actuel Burkina Faso. Et ça a pris fin à Koro, à côté de ça, à côté de Tineni. Donc, je sais qu'ils ont pris un peu partout jusqu'ici, jusqu'à Tomia où la guerre vraiment a été très farouche.
Il y a eu assez de blancs qui ont perdu leur vie à Tomia ici. Et leur tombe est là. Là où se trouve actuellement le jardin d'enfants de Tomia. Cette arme, depuis au bas âge, depuis à l'âge de 8 à 10 ans, le jeune Bobo, homme, s'en servait. Parce que sans flèche, bien sûr. Quand on est jeune Bobo de 8 à 10 ans, on partait dans le champ pour chasser les oiseaux. Et c'est avec ça, sans chose, que les enfants commençaient déjà à tirer l'arc, qui est celle-là. Apprenaient à tirer l'arc, chasser les oiseaux dans les champs. Tout jeune Bobo garçon. Juste à la fin des récoltes, donc on posait les choses là, des fruits, les fruits de choses là, et une cible si vous voulez, et on tirait. D'âge en âge, chacun tirait, et on apprenait à tirer. Parce que le Bobo ne savait pas, il n'y a pas une autre arme plus dangereuse chez le beau si ce n'est pas l'arc. L'arc, la femme ne touchait pas. La femme ne touchait pas. Voyez-vous? L'arc, quand tu te vois un peu souillé, tu ne touches pas. Il y a plusieurs sortes de souillures. Ça, je crois que vous connaissez déjà. Oui, oui. L'arc a un petit secret. Quand tout homme qui se dit invulnérable et vous trouvez une femme qui n'a jamais connu d'autre homme, seul son mari, et l'homme est là et il veut vous tuer, il est invulnérable, vous venez vous faire passer ça sous les jambes de cette femme et vous mettez dans l'arc, ça perfore le monsieur qui est devant vous, qui se dit vraiment armé. Ça, c'est le secret de l'arme. N'est-ce pas? Le secret de l'arme, il y a un autre secret que je ne me réserve pas vraiment de vous dire ça aujourd'hui. Quand vous tirez, même si, en toi, il faut que vous voyez le monsieur, vous tirez, ça vous suit comme une abeille. Même si moi qui ai tiré, ma force est finie, la flèche, ça va et ça atteint l'objectif. Ce que tu as vu et ce que tu as tiré. Avec Beikane, ça ne te laisse pas. Ça ira. Donc ça c'est le second secret que je me réserve vraiment de garder. Ça c'est, il faut être initié pour pouvoir connaître ça. Je suis initié du début, je suis initié chez le beau jusqu'à la fin. La raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de vous parler réellement ce que j'ai vu. Parce que je suis un vrai beau. Je suis beau malgré que je suis chrétien, protestant. Mais je suis initié et je connais le beau. Je connais ce que veut dire un beau. N'est-ce pas? Dans tout Tomia aujourd'hui, quand tu cherches des gens initiés beaux, tu ne vas pas dépasser une dizaine. Ici à Tomia. Donc je suis parmi ces 10 initiés. Je suis initié beau dans la tradition parce qu'il y a un seul dans notre famille, la grande famille Diassana ici. Si lui n'est pas là, c'est moi qui prends le couteau traditionnel. Donc je suis beau. N'est-ce pas? Donc ce que je suis en train de vous dire là, je sais ce que je suis en train de vous dire et je sais ce que je suis. Parmi les héros des célèbres batailles de Sabara, Bénénan et Tominian, on peut citer Banzani Terra de Torola, Deme Dambélé dont la bravoure est encore chantée dans le pays Bobo. Donc Banzani il est de Torola et c'était lui, Banzani, qui était le responsable, le chef. L'organisation lui avait confié d'être leur responsable dans cette révolte. Parce que c'était un homme qui n'avait peur de rien. Et de son vue, il rendait peur. Quand tu le voyais seulement, tu as peur. Donc il n'avait peur de rien. N'est-ce pas?
venant d'un village aussi, le village Turla, si vous me permettez, était le seul village parmi tant d'autres où il y avait assez de guerriers qui n'avaient peur de rien. Et leur canton était un peu vaste. Donc voilà, dans le temps, il y avait 18 héros. Et ce sont ces 18 héros qui ont mené la guerre et ils ont choisi Bazané en tant que tel pour devenir le chef. Donc lors de leur arrestation à Corée, il était parmi ces gens-là et il a été arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, on a vu le corps de certains, le corps de tous les autres, mais jusqu'aujourd'hui, on se demande où se trouve le corps de Bazané. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a fait de Bazané? Est-ce qu'il a été déporté? Est-ce qu'il a été enterré comment? Jusqu'aujourd'hui, la nuance reste. Où est Bazané? On ne le sait pas. Bazané, il était un chef de file. Son père avait dit qu'il avait rêvé qu'il a vu des singes écrire sur du papier. Ce dernier avait son marabout dans le Massina. Il est parti se confier à son marabout pour dire que lui, il voit en songe un singe qui est assis, qui écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, son marabout a dit, bon, attends, nous allons prier. Après, on va faire le lucigar. Le lucigar, ça veut dire que ils vont se coucher la nuit, ils vont réciter des versets coraniques, et là, ils vont se coucher avec les ablutions. Ils vont rêver et voir de quoi il s'agit. C'est ainsi que le lendemain matin, son marabout lui a dit attention, ça c'est des blancs qui vont venir. Ils seront plus forts que nous. S'ils viennent, ne vous opposez pas à eux. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Tôt ou tard, ils vont nous commander. Donc, ce même faisant, son père est décédé. Donc, il y avait son petit frère aussi, qui était très nerveux également. Ce dernier s'appelait Kalilou. Donc, lui étant très nerveux, il a été arrêté et mis à mort par les Blancs. Donc, Banzani prend la lèvre maintenant. C'est ainsi que les Bobos sont révoltés. Ils se sont révoltés contre le colon. Banzani était le meneur, était le chef de file. Il était même aidé par les Mianga, des Kemprana et certains de Tineni. Tous dans le cercle de sang. C'est ainsi qu'au cours de cette recherche pour l'arrêter, il a fui. Il est parti se confier à un village qu'on appelle Yarani. C'est un village de forgerons. Il a laissé cacher là-bas pendant 10 jours. On l'a cherché, on ne l'a pas vu. Mais vous savez, l'homme est ainsi qu'il est, il a été trahi. Il a été dénoncé pour dire que Banzani se cache à Yarani. C'est ainsi qu'ils sont allés l'arrêter là-bas et l'amener à 100. Et publiquement, il a été fusillé sous un arbre ici, qui est actuellement mort. Publiquement, il a été attaché et fusillé. Par arrêté numéro 94-300 AF du 7 janvier 1957, un réaménagement fait de Tominian une subdivision du cercle de 100. Le premier chef de subdivision fut Jack Tisserand, de 1957 à 1959, et Tominian devient cercle en 1961. Pour qui connaît le marché de Tominian, pour nos aînés, il me semble qu'à partir du marché là, dans le temps, on rencontrait beaucoup de crânes de personnes, des bras, des ossements. Si on rencontre déjà des ossements à partir du marché, il y a eu encore voilà, une fosse commune sur la place de Souvenirs, c'est pour dire que vraiment, nos parents sont morts. Ça n'a pas mis un frein à l'évolution, sinon à l'avancement, sinon à l'avancée de nos parents. Ce que je retiens de cette guerre, et nous devrons retourner à notre origine, nous devrons chercher à connaître davantage notre origine pour être vraiment fiers comme voilà, Bazané Terra et autres qui étaient beaucoup fiers. Certes, la force de leur fierté, c'était quoi? C'est des gens qui ne regardaient pas par derrière. Ça veut dire quoi? Quand il avançait, il avançait. Ils ne prenaient pas peur et ils continuaient. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup faibles.
ben, je pense qu'on doit retourner à notre origine pour être vraiment fort, pour un Mali fort aussi. C'est les flèches là qui ont servi à la révolte de 1916. Ma grand-mère a servi le jour où elle a prêté serment à son fils, Démédémé Diassana, qui fut le deuxième chef de canton. Elle s'est servie de ça pour tuer des gens. Elle a tué 45 personnes avant de mourir, sous le toit, là où se trouve le marché. Parce que son mari était enterré sous le bout, enterré les cadavres dans la famille, dans la maison. Et elle était sous la terrasse, la terrasse, et elle a dit, je ne vais pas quitter là où est couché mon mari. Vous voyez encore la fierté de la femme Bou. Je ne peux pas parler de fierté si je ne connais pas mon papa et ma maman. Je ne peux pas parler de fierté si je ne connais pas mon village, tout ça là. Ça fait partie de la fierté. Hein? Certes, en dehors de cette fierté, il faut aussi parler de la force. Et cette force, c'est quoi? C'est si je suis noble. Ça, je sais que je ne suis pas entaché. Je marche la tête haute. Je vais partout où je veux. Et tant mieux. Et surtout que si je m'adonne beaucoup au travail, le produit de mon travail, c'est de ma sueur. Voilà, donc je suis fier de ce que je fais, je suis fier voilà. Donc c'est ça, moi je pense que la fierté c'est à partir de là. Il est bon d'abord de faire une évaluation pour connaître ce que les populations veulent, ce que les populations ne veulent pas, ce qui convient aux populations, ce qui ne convient pas aux populations. Parce qu'il faut reconnaître que la méthode coloniale aussi appartient à une civilisation autre, une civilisation européenne, donc il heurtait maintenant les réalités de la communauté bois. Bon, peut-être un dialogue avec les chefs locaux pouvait éviter de tels massacres. Néanmoins, c'est un fait historique majeur à mon avis, dans la mesure où il prouve quand même que un peuple heurté, quels que soient ses moindres moyens, peut opposer une résistance farouche. Et c'est ce qui a été le 4 mars 1916 concernant la communauté bois. Et les héros, jusqu'à présent, leurs louanges sont chantées dans le terroir. Il s'agit de Bazani Tera, de Démédémé Dambélé et leurs différents lieutenants. C'est lors de la bataille perdue à l'entrée de Sang, plus précisément à Koro, que Boitou a perdu ses héros et ceux qui sont venus prêter main forte, tels que les Dogons, les Minyanka. C'est alors que Bazani Tera fut transporté à Sang et fusillé par les colons français.